Bien, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, madame, monsieur, nous avons aujourd'hui le plaisir d'ouvrir les travaux de notre commission d'enquête sur la concentration des médias en France, qui, je le rappelle, est issue d'une demande du groupe socialiste, écologiste et républicain, et dont le rapporteur est David Assouline, exceptionnellement à ma droite. Je remercie en votre nom nos trois invités qui vont nous permettre d'entrer de plein pied dans ce sujet. Et nous avons souhaité commencer par vous, justement, pour que vous nous apportiez un éclairage sur le thème de notre commission d'enquête. Madame Nathalie Sonac, vous êtes professeure à l'Université Paris II, spécialiste de l'économie des médias. Vous avez exercé de nombreuses fonctions dans ce monde. Je cite notamment votre qualité de membre du Conseil national du numérique entre 2013 et 2015, et bien entendu le Conseil supérieur de l'audiovisuel entre 2015 et 2021. Votre double casquette d'universitaire et de praticienne permettra d'éclairer très utilement les travaux de notre commission. Monsieur Olivier Bamsel, vous êtes professeur d'économie à Mines ParisTech, c'est donc en voisin que vous venez aujourd'hui. Depuis 1998, vous avez orienté une partie de vos travaux sur les médias et vous intervenez à ce titre très régulièrement dans la presse et vous êtes également, ce qui est peu fréquent pour un universitaire, producteur de cinéma. Madame Julia Cagé va nous rejoindre dans quelques minutes. Je crois qu'elle est coincée dans un embouteillage, mais elle nous rejoint très rapidement, est économiste et professeure assistante à Sciences Po Paris. Ses travaux portent sur l'économie des médias et le financement de la démocratie. Et bien sûr, nous avons noté qu'elle a écrit des ouvrages qui concernent directement les travaux de notre commission. Je pense en particulier à L'information est un bien public qu'elle a coécrit avec Benoît Huette. Je vous propose l'organisation suivante. Je vais vous laisser à chacun 10 minutes en vous demandant de respecter le temps de parole. Je serai amené à vous interrompre si jamais vous dépassez outrageusement les 10 minutes. Puis je donnerai la parole au rapporteur David Assouline pour des questions plus précises avant d'ouvrir le débat à l'ensemble des membres de la commission d'enquête. Cette audition est ouverte à la presse et sera diffusée en direct sur le site internet du Sénat. Elle fera également l'objet d'un compte-rendu publié. Enfin, je rappelle pour la forme qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête serait passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal. Je vous précise également qu'il vous appartient, le cas échéant, d'indiquer vos éventuels liens d'intérêt ou conflits d'intérêts en relation avec l'objet de la commission d'enquête. Je vous invite, chacun d'entre vous, à prêter serment, puisque nous sommes en commission d'enquête, de dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant « je le jure ». Je vais commencer par vous, Madame Sonac. Donc oui, je le jure, Monsieur le Président. Voilà. Monsieur Bamsel, en levant la main droite, s'il vous plaît. Je le jure suffira. Merci. Voilà. Bien sûr, je demanderai la même chose à Madame Cagé dès qu'elle arrivera. Je vais donc vous donner la parole, en commençant par vous, peut-être, Madame Sonac, 10 minutes, et puis ensuite, Monsieur Bamsel. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. J'essaie peut-être en 10 minutes, et puis ensuite, évidemment, les questions et certainement nos échanges me permettront d'approfondir certains points. Peut-être en quelques mots, au moins soulignant que le contexte dans lequel nous nous informons et nous nous divertissons aujourd'hui est complètement fragmenté, qu'il est mondial, qu'il est pluriel, qu'il est plurimédia et donc pluripays. Pour ma part, si je devais décrire le processus qui aboutit aujourd'hui à la concentration industrielle des médias en quelques mots, on aurait 4 points. D'une part, la numérisation de l'information, les nouvelles technologies, les nouveaux usages. Un deuxième point, c'est l'environnement concurrentiel dans lequel les médias évoluent aujourd'hui, fragmentation des audiences, hyperpuissance économique et financière des nouveaux acteurs qui ont investi le secteur des médias, les télécoms, les GAFA, ou des opérateurs qu'on appellera des pure players tels que Netflix. Un troisième point, c'est la façon dont les Français s'informent aujourd'hui, principalement en ligne et sur les réseaux sociaux. Et puis en fait, un dernier point qui participe de ce processus, qui serait le modèle économique des plateformes numériques qui conduisent
à occuper aujourd'hui une position hégémonique à la fois dans l'espace informationnel mais aussi dans l'espace communicationnel et qui représente un danger démocratique. J'ai eu l'occasion d'écrire une tribune la semaine dernière, ne sachant pas que cette audition aurait lieu, sur justement l'hégémonie des plateformes numériques et le danger qu'elles représentaient. Alors peut-être en liminaire pour rappel, pour autant il me semble important de rappeler que les médias véhiculent donc à la fois des valeurs démocratiques de contenu et de sens et qu'elles génèrent de nombreuses externalités positives pour la société, tant de l'accès à la culture que l'information, que le divertissement et la formation. Donc on ne peut pas considérer ces biens comme des marchandises comme les autres et que leur bon fonctionnement ne peut pas se limiter au seul bon fonctionnement du marché. Alors la réglementation actuelle, en tout cas pour le secteur de l'audiovisuel en matière de concentration, c'est la loi de 84. En matière d'audiovisuel, c'est effectivement la loi de 86, mais qui a été modifiée plus de 86 fois. Alors, il s'avère que la dernière modification, en tout cas la dernière révision en date du 1er juillet, concernait la transposition de la directive SMA pour un élargissement en fait, du champ de régulation du Conseil supérieur de l'audiovisuel en parquant en fait, les plateformes de partage de vidéos et les réseaux sociaux, et qu'actuellement le dispositif anti-concentration qui s'applique ne correspond pas, lui n'a pas été modifié, en tout cas il ne correspond pas aujourd'hui au secteur, me semble-t-il, qui devrait être mis en place, puisque cette loi n'a pas été prise dans son ensemble. Alors peut-être le contexte rapidement, en disant que le numérique partout, évidemment, mais qu'on a vraiment une révolution technologique qui fait qu'aujourd'hui, en 2 mots, 70% des téléviseurs sont connectés, qu'on a une révolution économique, et j'y reviendrai, et qu'on a une révolution d'usage, où aujourd'hui, on a effectivement tant un nouvel écosystème avec la possibilité de consommer quand on veut, où on veut et comme on veut. On accède à une offre de contenu très très large par la TNT, la DSL, le câble, la fibre, le satellite, en direct, en différé, en streaming, ce qui fait qu'évidemment on a un panel technologique et possible très ouvert, mais ce qu'il en est, c'est comment on s'informe aujourd'hui, puisque la question quand même derrière la concentration, il faut savoir quelle est la demande, me semble-t-il. 88% des Français qui sont âgés de plus de 12 ans déclarent se connecter à Internet tous les jours, plusieurs fois par semaine. 63% des Français utilisent Internet pour suivre l'actualité. Une personne sur 2 est équipée d'une tablette numérique. 73% de la population est multi-équipée. Et si on regarde les 18-24 ans, c'est près de 2 tiers d'entre eux qui s'informent uniquement sur Internet et les réseaux sociaux via un smartphone. Et on voit bien que YouTube, que ce soit Twitter, Snapchat ou encore Twitch et plus récemment TikTok, ont leur préférence pour s'informer, donc 2 tiers d'entre eux. Donc en un mot suffirait, c'est qu'on a une réorganisation complète de l'accès à l'information dans le monde numérique, que les GAFA y occupent une position hégémonique, à la fois économiquement et financièrement, et qu'elles imposent, elles, les règles du jeu démocratique. Alors qu'il me semble que pour comprendre ces règles du jeu, il faut entrer 5 minutes, si vous me le permettez, dans véritablement la mécanique du modèle d'affaires que sont les plateformes, parce que finalement, c'est véritablement une dérivée de la façon dont, en 1836, Émile de Girardin était déjà allé dans la création de la Gazette, chercher un deuxième financement. Il avait déjà mis en évidence que finalement, le fait de mettre un prix accessible très peu élevé permettait à un plus grand nombre d'individus de s'informer, mais pour autant, ce n'est pas comme ça qu'il arrivait à avoir une viabilité économique. Donc c'est déjà lui au XIXe siècle qui est allé chercher une seconde source de financement, qui est le financement de la publicité, et donc jusqu'à ce que finalement on a une possibilité aujourd'hui d'avoir accès à des journaux, que ce soit tant le papier que télévision ou radio, gratuitement pour nous, et on pourrait presque dire que c'est subventionné par les annonceurs. Cette mécanique-là, par l'industrialisation des médias, aujourd'hui, c'est puissance N avec les plateformes. Et ça me semble important de noter. Pourquoi ? Parce que finalement, ces plateformes sont des intermédiaires, et il en est de même pour les médias, donc, qui génèrent des effets de réseau, et la valeur d'un réseau augmente avec le nombre d'utilisateurs. Et c'est cette mécanique-là d'effet de réseau croisé qui conduit finalement à arriver à un effet où on a une tendance à une grande taille, où les effets de réseau et les économies d'échelle conduisent vraiment à ce qu'on appelle en économie du numérique the winner take all. Donc les plateformes dominantes mettent en place des barrières à l'entrée, ça renforce la concentration, et toutes les études aujourd'hui économiques mettent en évidence que à la fois la maîtrise des données et l'optimisation fiscale va encore renforcer la concentration.
Alors si je regarde plus en avant le marché de la publicité, puisque c'est lui qui alimente la mécanique et finalement qui est au cœur de l'économie des médias, c'est vraiment ce marché à deux versants, avec le versant publicité. Si on regarde le marché de la publicité aujourd'hui en ligne, il pèse à peu près 6 milliards. Le marché de la publicité des médias, c'est 14 milliards. L'Internet, c'est 6 milliards. Bien, les plateformes numériques, en fait, elles siphonnent, pardon l'expression, les recettes publicitaires des médias traditionnels qui, eux, sont très peu présents sur le marché de la publicité en ligne. Un marché, je vous le disais, qui pèse 6 milliards et qui est dominé par 3 acteurs, Google, Facebook, et qui est rejoint assez rapidement par Amazon. Donc quand on dit dominer, les chiffres à peu près, c'est entre 75 et 80% qui est concentré, des investissements publicitaires qui sont concentrés en France sur ces 2 acteurs, avec en plus Amazon. Donc c'est un marché qui est très complexe, beaucoup d'intermédiaires, techniques, des ventes automatisées, ça pénalise totalement les acteurs traditionnels. Et là encore, ce qu'on dit, c'est que les plateformes numériques jouent le rôle de gatekeeper, donc de point d'entrée, qui oblige les autres acteurs à passer et à utiliser les outils très techniques, toujours pareil, des 2 mêmes acteurs, les Google et les GAFA de façon générale. Alors maintenant, si je rebascule sur le monde des médias, mais pour moi, vous l'aurez compris, les plateformes numériques sont totalement dans le monde des médias. Facebook, c'est plus de 2,5 milliards, on appelle d'utilisateurs tous les jours dans le monde, et on dit que c'est l'agora, donc, qui rentre considéré vraiment comme un média de masse, au sens télé ou radio. Ce mouvement de concentration dans des médias, on l'observe aux États-Unis très largement ces dernières années, ou ces 2e mois en tout cas. On voit la multiplication des opérations de fusion, d'acquisition. Donc c'est un marché de façon générale très concurrentiel, des acteurs de plus en plus puissants, je l'aurais dit. Mais pourquoi ? Parce qu'ils ont des besoins importants pour investir dans l'acquisition de droits, de plus en plus chers, films, séries, cinéma. Il y a une course et une inflation dans cette acquisition de droits et dans les prix, évidemment dans la recherche et développement, dans l'innovation. Si je vous prends un seul exemple, en 5 ans, vous prenez la totalité des dépenses en production audiovisuelle et cinématographique du groupe TF1, M6, groupe Canal+ et France Télévisions, c'est 6 milliards d'euros. Si maintenant je regarde Netflix, les derniers chiffres, 2019 ou 2020, 17 milliards de dollars en un an à lui tout seul. Je n'ai pas pris en compte Amazon, je n'ai pas pris en compte Disney, je n'ai pas pris en compte tous ces acteurs qui, quand on dit surpuissants, moi-même, même en tant qu'économiste, c'est toujours très difficile. Donc c'est la raison pour laquelle la comparaison me semble assez importante et étonnante. Donc beaucoup d'autres groupes européens tentent en fait de jouer le rôle donc de l'Europe des médias, finalement. Alors je pense à Bertelsmann qui se restructure, on aura peut-être l'occasion d'y penser, au groupe Murdoch, à Mediaset, qui tend aussi à avoir une position forte en Europe. Et si on regarde la France, on voit bien que les derniers mouvements participent de ce mouvement de fusion, d'acquisition, de concentration, tant côté Vivendi Bolloré, côté TF1, M6, ou le projet de fusion de TF1 et M6. Donc ça, c'est, si j'ose dire, pour le décryptage, pardon ainsi de le dire ainsi. Peut-être un point sur lequel je n'ai pas suffisamment insisté, me semble-t-il, c'est sûr, mais on y reviendra certainement, c'est une fois encore, et c'est sur le modèle économique et sur le modèle des two-sided markets, parce que l'importance dans ce modèle-là, c'est qu'à la fois, ça fonctionne sur la publicité, mais évidemment, il y a autre chose qui est très très fort, c'est sur les algorithmes et l'intelligence artificielle, c'est-à-dire sur la donnée. Et donc, pas passer à côté de ce point qui est central. Donc à la fois, leur modèle, c'est faciliter les interactions, on l'aura compris, donc capter au maximum, multiplier le nombre de services offerts gratuitement pour collecter, mais pour collecter de la donnée, donc ce qu'on appelle toute l'économie du big data, avec l'exploitation des algorithmes et de l'intelligence artificielle qui sont complètement constitutives de ce modèle économique à deux versants. Et on voit bien que c'est toutes les traces que nous allons laisser par notre navigation sur des millions de sites qui sont toujours possédés par ces mêmes acteurs, eh bien, vont leur donner la possibilité, de proposer de nouveaux services qui va évidemment, et on voit bien le winner take all, c'est-à-dire que comme ils nous proposent des nouveaux services toujours accessibles gratuitement avec nos traces, donc ils
ils peuvent proposer de la publicité qui est d'autant plus enrichie, toujours par la connaissance du profil qu'ils auront de nous, parce qu'on aura laissé des traces. Et là, après, on y reviendra avec ou sans notre consentement. Là, il y a des travaux assez intéressants sur ces questions-là, et donc j'y viens maintenant. Et c'est vraiment ce modèle-là où à la fois interaction et collecte de la data et son exploitation. L'impact sur la concentration et sur la démocratie, on a clairement un espace informationnel qui est de plus en plus large, au risque d'être moins démocratique. Les travaux du rapport, et qu'on retrouve dans le rapport Stigler, qui s'appelle Stigler Committee on Digital Platform, qui est paru en 2019, qui est extrêmement riche en la matière, et la partie sur la communication et les médias est vraiment extrêmement intéressante. Il y a des études économiques derrière, et c'est dans ce sens que l'analyse empirique est très riche, où il nous montre bien qu'on a une perturbation du marché publicitaire, puisque la demande de l'imprimé s'est totalement déplacée vers les sources médiatiques. Il s'avère que la presse a dû perdre en 10 ans entre 50 à 70% de ses recettes en France publicitaires. Donc ça veut dire qu'elle a vraiment la viabilité de son modèle économique est très, très largement fragilisée. Le danger démocratique, c'est que les plateformes diminuent le pluralisme, augmentent la concentration, et qu'on constate qu'on a un déclin du journalisme local qui est dû à l'émergence justement de cette nouvelle façon de s'informer, et qui participe à réduire la participation électorale et le changement dans les résultats politiques. C'est finalement là le retour au départ que vous disiez sur l'information, aussi dans les travaux sur l'information comme un bien public. En fait, finalement, dès 1954, ça avait été bien mis en avant sur le fait que l'information intrinsèquement qui est contenue dans le média est un bien public, mais le support qui, lui, supporte cette information, pour partie, était à l'époque marchand. Donc, c'est ce qui fait qu'on pouvait avoir un financement aussi lecteur-abonné. Aujourd'hui, ce support marchand et son enveloppe, finalement, c'est complètement en partie, puisque le bien devient de nouveau totalement public et intangible. Et dès lors, toutes les règles évoquées de ce marché de double versant et la difficulté de... Je vais vous demander de conclure, parce qu'on arrive au terme des 10 minutes. De toute façon, il y aura des questions qui vous permettront certainement de revenir sur des points que vous avez abordés ou d'autres que vous n'avez pas eu le temps de faire. Monsieur Bomsel. Alors d'abord, des conflits d'intérêts, puisque je dois les déclarer, je vous signale que la chaire que je dirige depuis 2008 a été financée à l'origine par le groupe Vivendi, puis s'est joint Lagardère. J'ai également obtenu des financements de TF1, de France Télévisions. Et actuellement, la chaire est financée par Vivendi et une société de conseil qui s'appelle Equimetrix, qui est spécialisée dans la mesure de l'efficacité des investissements publicitaires. Et par ailleurs, vous l'avez signalé, je préside une société de production que j'ai fondée avec ma femme il y a une trentaine d'années, que j'ai repris il y a 2 ans. Voilà pour ce qui est des conflits d'intérêts. Ensuite, personne ne m'a demandé de faire une déclaration liminaire. Moi, je m'attendais à une commission d'enquête qui pose des questions, donc je suis très embarrassé. Comme introduction, je dirais de façon très, très générale, si vous voulez, que pour moi, Emedia, tout ce qui publie, par opposition à la correspondance qui a vocation à rester privée, voire secrète, et donc qui, à ce titre, circule d'un émetteur vers des récepteurs et fabrique du sens dans un contexte et donne une représentation sociale à qui a parlé et à ce dont il a parlé. C'est important d'avoir cette idée en tête, parce qu'on voit bien que dans l'Ancien Régime, la publication n'est pas soumise aux mêmes règles que dans les systèmes institutionnels ultérieurs, et que pour aller vite, si on considère que le dispositif institutionnel actuel correspond à ce que les économistes appellent un ordre d'accès ouvert, c'est-à-dire un dispositif dans lequel l'économie de marché permet la libre concurrence et
par le mécanisme de destruction créatrice, l'apparition de groupes d'intérêt sans cesse différents. Dans le même temps, ces groupes d'intérêt sont représentés dans le système politique par la démocratie représentative, et les médias servent à la fois à faire fonctionner les marchés et à faire fonctionner, si vous me permettez cette expression, le marché de la démocratie représentative, ou en tous les cas les organisations qui concourent aux compétitions électorales. Et à ce titre, l'évolution des médias est très profondément articulée à l'évolution des ordres sociaux, et singulièrement dans le régime d'ordre d'accès ouvert dans lequel on vit en France pratiquement depuis 1881, c'est-à-dire depuis la loi qui autorise à la fois la liberté de la presse et la liberté d'organisation. Et qui, pour cette raison même, fait que les organisations ont besoin d'être représentées dans le système médiatique. Donc, je pense que la grande originalité de l'époque, c'est l'apparition de dispositifs qui sont à la fois des dispositifs de correspondance et de publication. Ce qu'on a appelé au début les réseaux sociaux, qu'on appelle maintenant les médias sociaux, qui, contrairement à ce qui existait dans le monde analogique, pour utiliser cette expression, n'ont plus besoin de systèmes dédiés pour séparer correspondance et publication. La publication, ça a toujours été associé à des systèmes techniques très identifiés, l'imprimerie, la presse, puis les outils de radiodiffusion, la radio, la télévision, l'affichage, et tandis que la correspondance tournait sur le courrier, le télégramme, le téléx, etc., etc. Donc les réseaux sociaux ont ceci de particulier, c'est qu'ils permettent à la fois la création d'organisations qui sont absolument essentielles au bon fonctionnement de la démocratie représentative, puisque des groupes d'intérêt vont se former, qui vont avoir vocation à être représentés dans le système politique, et en même temps une représentation sociale des dits groupes à travers des outils de publication. Ce que, par exemple, la loi de 1945 sur la presse prévoyait de manière beaucoup plus rigide, finalement, en associant à chaque fois un organe de presse à une organisation politique et en mutualisant la distribution des journaux par un système collectif de messagerie. Donc on est dans un dispositif dans lequel, d'abord, la concurrence mondiale fait que l'économie bouge beaucoup plus rapidement et que les groupes d'intérêt apparaissent de manière beaucoup plus rapide, renouvelée que dans l'ancien monde. Et les réseaux sociaux sont le reflet de cette situation et concourent, à mon avis, à son insertion dans la démocratie représentative. La question est de savoir, je pense que c'est un des objets de votre commission, mais elle ne m'a pas été présentée, donc j'en sais pas beaucoup plus, ce que deviennent les anciens médias dans ce dispositif, en quoi ils se trouvent contournés, voire siphonnés, je pense que c'est une bonne expression, par les nouveaux, en quoi aussi ils bénéficient d'externalités positives, d'effets positifs sur leur audience et leur spécificité. Je pense que ce sont des questions ouvertes. Un point qui me paraît quand même très important, c'est que, comme l'a souligné Nathalie Sonac, les acteurs dominants au plan mondial dans les nouveaux médias sont des acteurs américains, sauf en Chine. Et donc, de ce point de vue, la question du
du soft power ou de la structuration d'une représentation de la culture et de l'expression française voire européenne, pose une série de problèmes. Ben voilà, j'en ai fini. Comme vous citiez le livre de Julia Cagé, je vous ai apporté le livre sur les institutions dans lequel le rapport média-institution est étudié. Merci. D'accord, merci. Nous accueillons aussi Madame Cagé. Nous avons commencé, avant de vous donner la parole pour un propos liminaire de 10 minutes, comme nous sommes en commission d'enquête, je dois préciser qu'il vous appartient, le cas échéant, d'indiquer vos éventuels liens d'intérêt, conflits d'intérêt en relation avec l'objet de la commission d'enquête. Et je vais vous inviter à prêter serment en disant toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant « je le jure ». Merci. Ben, sans transition, alors je vous donne la parole pour 10 minutes. Et sans conflit. Et je m'excuse auprès de tout le monde pour mon retard aujourd'hui. Je pense que cette commission qui se réunit aujourd'hui est extrêmement importante. Elle se réunit dans un contexte qu'on pourrait qualifier d'urgence d'une certaine manière. Il y a une mission qui a été diligentée par la ministre de la Culture, le ministre de l'Économie, sur cette question de la concentration. Je pense que c'est un complément extrêmement nécessaire et peut-être un peu tardif, parce que vu les questions qui sont aujourd'hui sur la table, on peut craindre que les conclusions de cette mission et de cette commission arrivent un peu trop tard pour venir résoudre des problèmes qui sont extrêmement importants. Donc la question qui se pose porte sur la validité des dispositifs à l'œuvre aujourd'hui en France pour éviter une concentration excessive dans le secteur des médias. En fait, on a une loi qui a évolué lentement depuis 1986. Si je devais faire un peu un parallèle et que je regardais l'évolution de la loi de 1986 vue depuis 2021, je me dirais que c'est un peu comme si, face à l'introduction de l'électricité, on avait décidé d'aller dépoussiérer les chandeliers. Donc on a une loi en fait qui, malgré les nombreux amendements qui lui ont été apportés, n'est plus du tout adaptée au contexte actuel, et on le voit très bien aujourd'hui avec d'une part la fusion qui est en train de se produire entre TF1 et M6, et puis d'autre part l'empire ou l'emprise grandissante de Vivendi dans le secteur des médias. Si on prend la loi de 1986, je dirais qu'elle prend l'eau un peu de toutes parts, mais au moins à trois endroits différents. Donc il y a différents dispositifs dans la loi de 1986. Pour commencer, on a ce qu'on appelle les dispositifs monomédias, donc sectoriels. Donc là, des dispositifs qui portent sur la concentration dans le secteur de la presse. Alors eux, ils sont doublement insuffisants. Ils sont insuffisants d'une part parce qu'ils ne portent que sur la presse quotidienne d'information politique et générale. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, si on a une prise de contrôle qui est en train de s'amorcer, même si ça va... C'est encore sur le bureau de l'autorité de la concurrence, mais si on a une montée qui est acceptée au capital de Vivendi de la Gardère Média, donc prise de contrôle de Paris Match d'une part, du Journal du Dimanche de l'autre, vous avez deux hebdomadaires dont on peut reconnaître, je pense, l'importance pour le pluralisme de la démocratie en France, qui ne sont pas du tout concernés par ce dispositif anti-concentration, puisque ce sont des hebdomadaires et pas des quotidiens d'information politique et générale. On a eu, au début de l'année dernière, la validation par l'autorité de la concurrence de la prise de contrôle de Vivendi sur le groupe Prisma Media. C'est pareil, Prisma Media, vous avez des mensuels, vous avez Géo, vous avez Capital, vous avez des hebdomadaires, vous avez Voici, vous avez Gala, vous en avez un certain nombre d'autres. Et ni pour ces mensuels, ni pour ces hebdomadaires, la loi de 1986 s'applique, puisqu'il ne s'agit pas de quotidien. On reconnaîtra l'importance politique du Journal du Dimanche. Je pense qu'on reconnaîtra aussi l'importance politique en termes de débat démocratique et de pluralisme d'un titre comme le titre Capital, qui fait de l'investigation économique. Donc déjà,
indépendamment même de l'arrivée de l'entrée du numérique d'une certaine manière, et alors cette loi en plus ne concerne pas les sites internet d'information, on voit qu'elle pêche par sa définition extrêmement étroite finalement de ce qui fait le pluralisme de la presse, qui était une définition qu'on aurait pu déjà interroger en 1986, mais qui de toute évidence aujourd'hui n'a plus aucune validité, d'autant que vous avez des magazines, des mensuels, des hebdomadaires, des quotidiens qui rafraîchissent à peu près à chaque minute, voire seconde, le contenu de leur site internet. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, si on regarde l'aspect seulement qui concerne la presse, c'est que les seuils de concentration sont définis en pourcentage de la couverture du territoire national, ce qui peut paraître légitime pour la presse nationale, ce qui est quand même un peu plus problématique pour la presse régionale, et notamment si on pense aux quotidiens départementaux, aux quotidiens régionaux, ce qui a permis la concentration, la constitution de monopoles régionaux dans le secteur de la presse quotidienne, de la PQR et de la PQD en France, et ça s'est accéléré au cours des dernières années, ça risque encore de s'accélérer aujourd'hui, puisqu'après la prise de contrôle par NJJ Presse du groupe Nice Matin, c'est-à-dire Nice Matin, Var Matin, Monaco Matin, vous avez NJJ Presse qui a déposé, je crois aujourd'hui, enfin qui a fait connaître à l'autorité de la concurrence sa volonté de prendre le contrôle intégral du capital de la Provence. Donc voilà, on voit que sur les dispositifs presse, même si on s'en tient, on n'est pas encore rentré dans le numérique. C'est-à-dire qu'à la presse écrite, on a un certain nombre de difficultés avec cette loi de 1986. Sur les dispositifs monomédias, vous avez aussi tout ce qui concerne la régulation des seuils pour la télévision et la radio. Et là, ce qui est intéressant de voir, c'est cette définition d'un seuil à 49%. Donc en fait, on s'est dit comment on va limiter la concentration dans le secteur de l'audiovisuel. On interdit finalement à une entreprise de posséder plus de 49% du capital d'une télévision privée qui aurait plus de 8% de l'audience au niveau national. Sauf qu'en fait, on est passé complètement à côté d'une notion qui me paraît quand même essentielle, qui est la notion d'actionnaire majoritaire de fait ou d'actionnaire de contrôle. Je pense que ici, si je vous interroge tous sur qui est l'actionnaire de TF1, vous allez tous me répondre Bouygues. Vous n'allez pas dire ah ben, ça ne peut pas être le groupe Bouygues parce que Bouygues a moins de 50% du capital de TF1. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que je pense que en termes de réponse à apporter une manière de modifier la loi de 1986, on voit que 49%, ça ne suffit pas, mais que si on dit 40%, ça ne suffira peut-être pas davantage. Et donc il faut réussir à penser la notion d'actionnaire majoritaire de fait. Il faut réussir à penser l'introduction finalement de règles qui limitent les droits de vote et le pouvoir de contrôle d'un actionnaire qui de fait se retrouve majoritaire, ou en tout cas si c'est la volonté derrière ce que stipule la régulation. En tout cas, si la volonté était de ne pas permettre à un actionnaire de posséder plus de la moitié du capital, de fait, si vous avez entièrement le contrôle en termes de pluralisme de l'information, on voit que la disposition est relativement inopérante. Ensuite, vous avez du coup un certain nombre de dispositifs qui sont des dispositifs qui portent sur plurimédia, et notamment ce qu'on appelle la fameuse règle du 2/3. Donc avec une disposition radio, une disposition télé et une disposition presse écrite, qui souffre d'ailleurs pour la presse écrite du même problème que la disposition presse monomédia. Et là, on voit aussi toute la difficulté, puisque le numérique n'a pas du tout été introduit dans la réflexion par rapport à la loi de 1986. C'est pour ça que quand je dis qu'elle prend l'eau de toutes parts, d'une certaine manière, je pense fondamentalement que cette loi n'est pas, selon moi, à amender. Elle est à réécrire à zéro, en fait, pour toutes ces raisons, et puis pour deux raisons supplémentaires. D'une part, c'est que sur la régulation de l'audiovisuel, et notamment de la télé, il n'y a que l'hertzien qui est pris en compte dans cette loi. Puis d'autre part, le fait que ça prend aujourd'hui en compte les problèmes de concentration, notamment au niveau horizontal, mais pas du tout les problèmes de concentration au niveau vertical. Du coup, on a vu pourquoi, avec l'exemple de la presse,
presse, ça ne s'était pas appliqué à la constitution d'un empire médiatique par le groupe Vivendi. Et après se pose la question, je pense, dans l'actualité immédiate, de la fusion entre TF1 et M6. Et ce qui pose une troisième difficulté avec la régulation actuelle, qui fait qu'on a deux autorités indépendantes qui ont à se prononcer sur cette fusion, mais qui finalement ont un cahier des charges extrêmement différent. D'une part, la question de l'autorité de la concurrence, et d'autre part, la question du... Alors, je ne sais pas s'il faut qu'on dise encore CSA jusqu'au 31 décembre ou ARCOM. Je vais dire CSA par facilité. La question du CSA qui doit se prononcer sur le point du pluralisme. Et j'en arrive aussi du coup à la question des arguments qui sont autorisés aujourd'hui, utilisés aujourd'hui en faveur de cette fusion. Je ne veux pas vous apparaître comme une espèce d'extraterrestre qui serait passé complètement à côté de l'histoire, et notamment à côté de l'arrivée des GAFA, et à côté de l'arrivée des grandes plateformes de SVOD, que ce soit Netflix, que ce soit les autres. Je suis tout à fait consciente du fait que le paysage médiatique a énormément changé, qu'il a énormément changé au cours des dernières années, et que ça appelle à interroger la loi de 1986. D'ailleurs, je pense que de ce point de vue-là, en fait, tous ceux qui sont pour, par exemple, la fusion TF1-M6 ou contre la fusion TF1-M6, sont d'accord sur le fait que la loi de 1986 est inopérante. Sauf que d'un côté, vous avez une problématique qui est une problématique purement économique, et c'est pour ça qu'on la pense en termes de constitution de géants, et notamment de constitution de géants nationaux, voire de géants de l'audiovisuel européen. Et d'un autre côté, vous avez une problématique qui est une problématique en termes de pluralisme. Et ce qui est relativement étonnant, je pense, aujourd'hui, c'est qu'on soit prêt, finalement, au nom de la concentration économique, qui devrait nous interroger en termes d'information, mais également en termes de création audiovisuelle, en termes de production, qui devrait nous interroger sur la menace que font peser les GAFA, les plateformes de vidéo, à la demande sur le pluralisme de l'information, des contenus qui sont offerts aux consommateurs. On est prêt finalement à sacrifier le peu de pluralisme qui nous reste pour résoudre une problématique de surconcentration par la constitution de nouveaux monopoles. Et c'est ça qui me semble tout à fait paradoxal. Je suis sûr que vous aurez des questions sur ce point. Je vais vous interrompre et donner la parole à notre rapporteur pour une série de questions précises. Ah, voilà. Oui, bonjour, et vraiment très, très heureux que vous ayez répondu à notre invitation à venir nous éclairer, car le but est bien et de nous éclairer, et à travers nous éclairer le débat public sur cet enjeu de la concentration des médias. Je vous propose que un mode de questionnement et de réponse le plus interactif possible et précis. C'est-à-dire que on va commencer par Madame Sonac. Je vous pose une question, j'en pose pas trois, vous répondez, j'en pose une autre, vous répondez. Comme ça, on a des réponses précises, parce que sinon on va repartir sur des explications qui auront moins d'interactivité. Alors, dans une tribune que vous avez publiée dans Le Monde le 20 novembre dernier, vous avez, comme vous l'avez fait là, élargi la question de la concentration des médias dans une direction qu'il faut bien entendu regarder, en insistant sur les risques que font peser les GAFA sur les médias en asséchant les ressources publicitaires, ce qui pour vous les pousse à la concentration eux-mêmes, et que donc c'est sous la pression en fait des plateformes que le mouvement de concentration qui peut exister en France, TF1, M6 par exemple, ou d'autres concentrations dans la presse, etc., existent. Est-ce que vous... j'ai envie de vous poser la question, est-ce que vous pensez que le paysage tel qu'il est aujourd'hui est trop ou pas assez concentré?
Merci pour votre question. Le paysage médiatique, tel que je l'entends, il est constitué à la fois des télévisions, des radios, de l'affichage, du cinéma, de la presse écrite évidemment, et puis de l'ensemble des sites sur Internet qui sont accessibles. Sur les sites, sur Internet de façon générale, il y a à la fois le prolongement de ces mêmes titres que l'on connaît, la déclinaison de l'ensemble des médias, et puis évidemment une myriade d'autres titres, comme par exemple Mediapart n'existe pas en version papier, et il est accessible moyennant finance, sous abonnement. Donc, est-ce que la question de la concentration, il me semble que les propos de Julia Acagé sur uniquement, si je peux me permettre, sur la partie de la mesure, fait qu'on voit que le mouvement de concentration existe, c'est-à-dire que de plus en plus, ou en tout cas que des médias divers et variés appartiennent ou sont dans le giron d'un seul et même groupe. Donc un groupe comme effectivement Bolloré ou Bertelsmann, Prisma, Murdoch, etc. ont différentes entités, donc il y a du plurimédia, et qui fait qu'on voit bien aujourd'hui que la mesure n'est pas du tout idoine. Donc vous dire que je trouve que c'est concentré, ou vous répondre à la question je trouve que ça ne l'est pas, je vois bien qu'il y a un biais, pas dans votre question, mais enfin peut-être, mais en tout cas dans ma réponse elle l'aurait. On n'a pas un instrument de mesure. Si maintenant vous me dites, et je me permets de prolonger, que l'information politique et générale, le pluralisme de la presse, le pluralisme de l'information, pardon, et lui est concentré, là, on peut déjà aller plus regarder, plus mesurer, non pas avec les instruments de la loi de 86 qui effectivement, pour cela, n'est pas la bonne focale, et c'est d'autant pas la bonne focale, c'est qu'elle ne mesure pas ce qu'elle doit mesurer. Et si vous me permettez, dans le rapport justement de Stigler, on voit qu'il y a un auteur qui s'appelle Andrea Pratt, qui base sur les parts d'attention. Et avec les parts d'attention, donc un indice de mesure de concentration aujourd'hui qui serait les parts d'attention, à savoir un niveau individuel sur le pourcentage du temps qu'un individu va consacrer à une source médiatique, divisé par le temps total qui va consacrer à l'ensemble des sources. Et là, on verrait dans l'ensemble des sources si c'est concentré ou pas. Moi, vous dire qu'un Disney participe ou empêche le pluralisme de l'information, je ne réponds pas. Est-ce que c'est un secteur qui est extrêmement puissant ? Est-ce que c'est un acteur qui, dans le champ informationnel et communicationnel, est extrêmement puissant ? Oui. Deuxième question précise. Comment dire l'argument qui est souvent évoqué pour justifier aujourd'hui, dans le paysage tel qu'il est, des concentrations, des fusions, des regroupements, c'est que c'est inévitable si on veut justement résister à une concurrence des grandes plateformes américaines. Vous avez éclairé un peu de quoi il s'agit. Vous dites qu'en 6 ans, en 5 ans, TF1, Canal et M6, c'est 6 milliards. France Télévisions, monsieur. Et France Télévisions, 6 milliards, oui, tout le monde, on va dire. Oui, ça va encore plus dans mon sens. Donc, en 5 ans, c'est ça. Et en 1 an, seulement Netflix, c'est 17 milliards. C'est ça que vous avez dit. Tout à fait, monsieur. Oui, voilà. Donc, on est dans presque 17 fois plus sur un seul acteur du numérique par rapport à tout le monde de l'audiovisuel. Donc, je vous demande si vous considérez que la façon de résister à ces plateformes, c'est par la concentration et la fusion et le rassemblement des forces capitalistiques et de possibilités d'investissement qu'il peut être opérant. Je crois que la constitution, me semble-t-il, que de grands groupes industriels européens et français et médiatiques, en tout cas la concentration industrielle de ces grands groupes européens, est indispensable. Et dans le même temps, il me semble que dans ce champ-là, qui est extrêmement large, qui est celui de l'information, de la communication, qui est mélangé,
TF1 investit dans l'information, embauche des journalistes, dans le même temps, il achète des programmes, il fabrique de la fiction. Donc on voit bien que c'est un groupe qui, dans le sens de l'information, nous on met tout ça en même temps, mais ce n'est pas en même temps. Donc il me semble que la focale est plus étroite que celle-ci. Oui, je pense qu'aujourd'hui, les grands groupes industriels, d'ailleurs j'ai toujours pensé, étaient nécessaires dans le monde des médias. Maintenant, il me semble que ce qui est extrêmement important, que pour garantir le pluralisme, il faut que très vite, nous trouvions des outils nécessaires. Et il me semble que la loi, et mes 6 années au CSA, avec l'application de la loi de 86 qui garantit la liberté de communication, effectivement, est indispensable. Et qu'aujourd'hui, la réglementation et la loi sont indispensables pour protéger les entreprises culturelles. Et par exemple, des remèdes qui pourraient y participer, outre le fait d'utiliser un nouvel indice et qu'il y a des auteurs qui ont trouvé, je ne veux pas dire que c'est l'alpha et l'oméga, mais qui ont trouvé, ça serait de mettre on a bien d'aller chercher là où ça fait mal, c'est-à-dire sur le marché de la publicité. On a bien su, avec la loi de la réglementation, de protéger les entreprises culturelles en protégeant le secteur du cinéma, en interdisant les jours interdits pendant très longtemps. Pendant très longtemps, certains secteurs étaient interdits de publicité à la télévision en raison de protéger le cinéma. Pourquoi aujourd'hui on n'attaquerait pas sur le modèle du marché publicitaire le fait qu'on obligerait les annonceurs à diversifier leur achat d'espaces publicitaires dans des médias. C'est-à-dire que, voilà, je pourrais développer, mais je ne voulais pas prendre. Pour conclure dans mes questions à vous, et je ne la répéterai pas, ça peut vous introduire, parce que je veux vous la poser à vous trois. Il y a une particularité que vous n'avez pas soulignée dans vos exposés, mais je sais que vous la connaissez, c'est que les grands groupes français ne se sont en général pas constitués par intérêt ou par objet social fondateur, la presse ou l'information ou le média. Vivendi, c'est pas son objet social, on va dire. Les ports en Afrique, et ça peut changer, avant c'était autre chose, etc. Bouygues, c'est le BTP, et puis je peux continuer comme ça. C'est bien ça le cœur de leur métier. Donc ma question que je pose aux trois, c'est à votre avis, pourquoi des industriels, fondateurs d'entreprises, capitaines d'industrie parfois, grands financiers, par exemple les banques et assurances qui contrôlent quasiment toute la presse PQR dans notre pays, ont de l'intérêt à posséder des médias. Parce qu'apparemment, ça ne leur apporte pas autant que le reste. Donc, si c'est bon, ou peut-être pas, en tous les cas, je pose vraiment la question donc à vous, et ensuite, ça peut vous introduire. Donc 3 réponses, alors. Oui. On commence par qui? Madame Cagé? Toute la question est de savoir si vous parlez de rentabilité directe ou de rentabilité indirecte. C'est-à-dire que le retour sur investissement dans le secteur des médias n'est pas toujours aussi important que dans un certain nombre d'autres secteurs d'activité, quoique je veux quand même souligner, par exemple, sur le cas de M6 comme de TF1, qu'on a 2 groupes qui ont très bien surmonté la crise de la Covid, y compris en termes de part de marché publicitaire, et qu'on a un marché publicitaire qui se porte d'ailleurs, réjouissons-nous-en, plutôt bien en France, mais il peut y avoir de la rentabilité, y compris dans le secteur des médias. Ensuite, si on interroge des motivations profondes, ça va forcément varier d'un acteur à un autre, on ne peut pas faire de généralité. C'est une manière d'obtenir de l'accès. Ça a été extrêmement bien documenté. Et quand vous êtes dans des secteurs aussi sensibles, par exemple que le secteur des télécoms, où vous avez toute une problématique de régulation qui est extrêmement importante, le fait d'avoir accès notamment aux hommes et aux femmes politiques est loin d'être quelque chose de négligeable. Ça peut donner du pouvoir politique, direct ou indirect. Vous avez mentionné Fox News. Rupert Murdoch ne s'est jamais caché de financer à la fois, enfin d'ailleurs il a financé les conservateurs au Royaume-Uni comme
les Républicains aux États-Unis, directement et indirectement finalement avec sa chaîne Fox News. On a parlé de Vincent Bolloré. Bon, on sait tous aujourd'hui qu'on a eu une certaine déclaration de candidature. Vous avez aussi un intérêt à investir dans le secteur médiatique pour pousser un agenda politique. Donc c'est difficile d'avoir une vision globale parce que forcément ça va pas. On peut prendre différents acteurs qui sont motivés par différents facteurs. Mais ce qu'on voit de manière répétée, c'est que le facteur de l'influence économique, c'est-à-dire l'impact sur la régulation, on pourrait citer aussi Jeff Bezos, patron d'Amazon, quand il rachète le Washington Post, c'est un peu un paria à l'époque où il rachète le Washington Post. Ça ouvre les portes. Et quand vous êtes dans le e-commerce, ouvrir les portes du régulateur, ce n'est pas quelque chose qui est négligeable. Voilà, ça ne veut pas dire que ça s'applique à chacun. Certains ont de meilleures motivations, sans doute, que d'autres, mais ça veut dire qu'on a laissé cette possibilité. Et puisque vous avez mentionné Bouygues, je pense qu'il est aussi important de souligner que vous avez un certain nombre de pays, enfin, on aurait pu aussi mentionner le Figaro et Dassault, où il n'est pas autorisé d'être actionnaire majoritaire d'un média et d'avoir des contrats avec la puissance publique. Ce qui n'est pas le cas en France, est-ce qu'on pourrait légitimement interroger également? Madame Sodac ou M. Bomsel? Bien compris, c'est pourquoi en France, ce sont des capitaines d'industrie qui investissent à la marge ou après avoir fait fortune dans d'autres métiers, dans le secteur des médias, c'est bien ça? Oui, enfin pas seulement des capitaines d'industrie, des gens dont le métier et dont l'activité principale... L'activité originelle ne vient pas des médias. Je pense qu'il y a une tradition française du rôle très important de l'État dans l'activité économique et industrielle, et en particulier de l'utilisation de la commande publique, singulièrement sous la Ve République, pour fabriquer des champions nationaux industriels. C'est pas véritablement un hasard si Marcel Dassault, qui a monté son entreprise assez largement sur le développement d'équipements militaires, a cherché à avoir une activité dans la presse pour conforter son influence auprès de son donneur d'ordre. Je pense que pour ce qui est de l'entrée de Lagardère initialement dans le secteur, il y avait des préoccupations de même nature. Quand on voit ensuite la manière dont s'est constitué le secteur audiovisuel et singulièrement la télévision, on voit que le général de Gaulle avait voulu que ce fût un monopole d'État précisément pour contrer le pouvoir politique de la presse qui était plus diversifiée et indépendante. Et quand il s'est agi d'ouvrir le monopole d'État à l'entrée de nouveaux acteurs, le président Mitterrand, qui a initié la démarche, a choisi celui qui devait devenir son exécuteur testamentaire pour lui confier la première concession de télévision privée, qui fait très original en France. C'était une concession de télévision payante, alors que tous les autres pays du monde ont libéralisé où la télévision était originellement une activité étatique, l'ont libéralisé par la télévision gratuite. Donc, systématiquement, si vous voulez, les médias ont été, au moins dans le régime de la télévision, concédés contre obligation à des amis du pouvoir. Et qui étaient des industriels puissants dans le pays. Et au fur et à mesure que le paysage s'est complexifié et diversifié avec l'apparition de technologies nouvelles, l'organisation industrielle s'est elle aussi développée suivant ses conditions initiales, si je puis dire. Madame Sonac. Peut-être en quelques mots, parce qu'effectivement, je pense qu'il y a effectivement le concept d'influence économique
et politique. Je serais, en revanche, je ne soulignerai pas celle d'une autorité publique indépendante. Non, c'était plus parce que je pensais qu'il y avait une interaction, et c'est parce que, en tout cas, la question d'accessibilité à des telcos ou avec des autorités indépendantes de régulation, moi, je n'ai pas ce sentiment d'échange particulier ou privilégié avec une autorité de régulation en particulier, en tout cas pour celle que je connais, et je ne gagerai que sur celle-ci. En revanche, effectivement, pour répondre plus directement, oui, on voit bien qu'il y a cette volonté, en tout cas cette possibilité qui est offerte, parce qu'elle l'est, de disposer de journaux et donc d'influence soit économique, une fois encore, hein, par le biais aussi d'annonceurs ou de publicitaires, ça y participe, cette influence économique, hein, et puis évidemment politique, et je crois qu'Olivier Bomsel a rappelé l'histoire sur laquelle tout le monde s'entend. Deux dernières questions de notre rapporteur. Oui, une question à Madame Cagé. Elle ne se contente pas, vous ne vous contentez pas d'écrire une situation, vous faites des propositions, et notamment en vous basant sur des expériences à l'étranger qui peuvent être modèles pour contrecarrer des tendances à la concentration. Notamment, pourriez-vous développer les exemples étrangers de fondations que vous présentez dans votre livre? Je pense notamment au Guardian et à l'Irish Times. Oui. En fait, je pense que ce qu'il faut qu'on réussisse à penser fondamentalement, parce que dans le secteur des médias, on sera toujours victime d'une espèce de tension entre le fait que vous avez un secteur qui est un secteur à coût fixe élevé, donc à un rendement croissant, qui est un secteur d'un point de vue purement économique, c'est-à-dire que si on enlevait le mot média et qu'on me demandait quel est le modèle économique parfait pour le secteur médiatique, il faudrait répondre monopole. Ça ne peut pas fonctionner dans le secteur des médias parce que vous avez une tension avec un autre terme qui s'appelle pluralisme. Du coup, toute la difficulté est de penser à la fois les fondamentaux économiques d'une part, et d'autre part la question du pluralisme et le fait de garantir l'existence d'un nombre suffisant de médias. Je vais répondre à votre question, je fais juste une petite remarque par rapport aux travaux de Andrea Pratt qu'a mentionné Nathalie Sonac, parce qu'on était dans la même commission Stigler avec Andrea Pratt. Ce qui est intéressant justement, c'est quand il redéfinit la mesure de la concentration dans le domaine des médias. Il l'a fait deux fois, il l'a fait dans le cas américain dans un article qui s'appelle Media Power. Le titre dit tout, et il l'a fait aussi dans le cas français, dans un article coécrit 2 ans plus tard avec Patrick Kennedy. Ce qui montre en fait, c'est qu'une fois qu'on prend en compte les mesures d'attention, et pas seulement les mesures de part de marché, on arrive à des niveaux de concentration plus élevés qu'en ne prenant en compte que les mesures de part de marché. Donc ça va plutôt finalement vers une inquiétude croissante, parce que le numérique a conduit à une concentration grandissante. Ça, c'est vraiment frappant si vous regardez les parts de marché des mêmes journaux sur Internet et sur papier. Et ça, c'est dû aux modalités de consommation de l'information sur Internet, et notamment le fait que vous rentrez soit par des réseaux sociaux, soit par des agrégateurs qui ont tendance à mettre en avant les contenus qui sont déjà les plus populaires. Sur les modèles de la fondation du Guardian et du Irish Times, il y a 3, finalement, raisons pour lesquelles on veut faire des fondations. La première, c'est le fait de sortir les médias de la pure logique du marché. Ce qui paraît extrêmement important à partir du moment où on considère que l'information est un bien public. Le principe de base d'une fondation, c'est que c'est à but non lucratif. Ça, c'est vraiment la première chose. La deuxième chose qui est intéressante dans le cas de la fondation, c'est que, et ça c'est écrit statutairement pour le Irish Times comme pour le Guardian, c'est que vous protégez le capital du média contre toute tentative de rachat, notamment par un actionnaire qui serait un actionnaire agressif d'une certaine façon, puisque ça ne peut être ni vendu, ni racheter. La seule raison d'être aujourd'hui du Scott Trust est de posséder le Guardian. D'ailleurs, ça ne vaut que pour le Guardian, donc c'est assez important. Je vais venir au cas français. Ça dépend de la manière dont vous écrivez les statuts. Il faut faire en sorte que la fondation ait pour raison d'être de préserver le Guardian. Le Scott Trust avait beaucoup d'autres actifs, y compris dans le secteur médiatique, qu'il a sacrifiés
à la bonne santé du Guardian. Et si le Scott Trust se porte aussi bien aujourd'hui avec des fonds propres qui dépassent le milliard d'euros, c'est parce qu'il a vendu d'autres actifs médiatiques. Et puis la troisième chose qui est intéressante, c'est que typiquement quand vous écrivez les statuts d'une fondation, vous pouvez avoir une gouvernance, mais ça on pourrait aussi le faire avec une société par action. Il se trouve que ça a été fait dans le cas du Irish Times comme du Guardian, où vous séparez finalement ceux qui apportent le capital et ceux qui détiennent le pouvoir. Et ça va être important quand je parlais tout à l'heure des 49% par exemple pour la télévision. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être dans une logique où une action est égale à une voix. On sait très bien faire, d'ailleurs, c'est les GAFA qui ont fait ça à grande échelle, à commencer par Google. Google, quand ça a été introduit en bourse, ça a été introduit avec 2 classes d'actions, des actions de classe A et des actions de classe B. Il y avait des actions avec 10 droits de vote qui ont été gardés par les fondateurs, d'autres avec un seul droit de vote, ce qui fait que vous avez des fondateurs qui ne sont plus du tout majoritaires au capital, mais qui ont encore la majorité des droits de vote. Donc il y a 3 avantages de la fondation, a priori sur le papier. Ça, c'est à but non lucratif, premier avantage. Deuxième avantage, vous protégez le capital. Vous ne pouvez pas acheter, vous ne pouvez pas vendre. Troisième avantage, vous pouvez avoir une gouvernance démocratique, et dans le cas du Guardian, c'est une gouvernance qui implique en particulier les journalistes et les salariés. Donc ça fait finalement des journalistes les meilleurs garants de l'indépendance du journal. Ça a été quoi la traduction de ça en droit français? On a eu... Non, je m'arrête là. Je me grattais la main. Ah, Non, vous pouvez finir votre phrase, le rapporteur va baisser sa main. Je ne me permettrai pas de faire un geste de la main. En droit français, on a eu la Montagne, qui a été une fondation historiquement dans le secteur des médias. C'est extrêmement compliqué parce que vous savez comme moi que la régulation en termes de fondation est une régulation très peu souple dans le contexte français. C'est pour ça qu'on a autorisé à la création de fonds de dotation. Vous avez 3 exemples de fonds de dotation aujourd'hui en France dans le secteur des médias. Le premier, c'est Mediapart, le deuxième, c'est Libération, le troisième, c'est Le Monde. Et ça nous montre en fait ce qui peut être... Le Monde. Le Monde, oui. Ça nous montre ce qui peut être bien fait comme ce qui peut l'être beaucoup plus mal. Dans les 3 cas, le point commun, c'est l'aspect non lucratif. Là, pour le coup, quand vous avez un fonds de dotation, vous ne pouvez pas verser de dividendes à un actionnaire. Dans le cas de Mediapart, les statuts ont été écrits de manière à ce que la seule raison d'être du fonds de dotation est de posséder la société qui possède Mediapart. Et aujourd'hui, le fonds de dotation ne peut pas vendre Mediapart. Donc ils ont rendu le capital de Mediapart complètement incessible. Vous avez une gouvernance qui n'est pas parfaite, mais qui tend quand même vers quelque chose qui me paraît être extrêmement positif et qui implique les salariés de Mediapart dans la gouvernance du fonds de dotation, la gouvernance étant sinon composée pour l'essentiel de personnalités qualifiées, avec un conseil d'administration du fonds de dotation qui a été nommé au départ par les fondateurs, mais qui ensuite a pour vocation de s'auto-renouveler. Dans le cas de Libération, là, ça va être le contre-exemple de tout ce qu'il ne faut pas faire d'une certaine manière. Vous avez un conseil d'administration du fonds de dotation qui a été créé, qui n'a que 3 administrateurs. Il faut savoir que 3 administrateurs, c'est le nombre minimal d'administrateurs pour un fonds de dotation en France, donc ils auraient pu difficilement faire moins. Et donc sur les 3 administrateurs, vous avez 2 administrateurs qui ont été nommés directement par SFR, et le 3e qui a été nommé par les 2 premiers. Donc en fait, on s'aperçoit qu'en termes de gouvernance démocratique, finalement, il y a davantage de contrôle de SFR sur Libération après le passage en fonds de dotation qu'avant le passage en fonds de dotation. Ce à quoi se rajoute le fait que les statuts sont écrits de telle manière à ce que le fonds de dotation puisse vendre Libération comme actif à tout moment, sachant qu'a priori, même si ça relève du secret fiscal, donc les documents n'ont pas été publiés, mais sachant qu'a priori le passage de Libération en fonds de dotation a permis au groupe qui le détenait auparavant de bénéficier d'un certain nombre d'avantages fiscaux. Donc là, on voit le détournement de la notion même de fonds de dotation. Vous n'avez pas de gouvernance démocratique et vous n'avez pas de protection du capital du média. L'exemple du Monde est un entre-deux. C'est-à-dire qu'il y a des choses positives, comme dans le cas de Mediapart, notamment le fait que sans l'accord du pôle d'indépendance du Monde, qui est composé essentiellement des rédacteurs, de représentants des salariés et de la société des lecteurs, vous ne pouvez pas céder le journal aujourd'hui.
En termes de gouvernance, là, c'est quand même beaucoup plus problématique, puisque vous avez l'essentiel des administrateurs du fonds de dotation qui sont nommés et révocables à discrétion par le fondateur du fonds de dotation, en l'occurrence Xavier Niel. Donc en fait, ce qu'on voit là, c'est que fonds de dotation, c'est un beau mot sur le papier, mais ce qu'il faut en fait, c'est des règles extrêmement précises, en termes de gouvernance, en termes, moi je pense, d'agrément, c'est-à-dire quelles sont les règles qui encadrent l'achat et la vente de médias d'information politique et générale, et que ces règles, elles ne doivent pas être laissées aux mains de ceux qui possèdent les médias, mais aux mains du législateur. Merci. Dernière question. Oui, la dernière question pour M. Bomsel. Vous avez écrit l'État a distribué des fréquences de façon discrétionnaire à des acteurs privés, souvent des amis ou des gens d'influence. Vous y développez l'idée aussi, je cite encore, que le secteur n'a rien de libéral ou de concurrentiel. Aucun autre secteur n'est autant régulé. Est-ce que vous pouvez préciser, parce que vous avez l'air de dire que finalement, il y a trop de régulation. Est-ce que vous ne voulez pas plutôt dire qu'il y a de la mauvaise régulation ou trop de régulation? Voilà, parce que quand on est face à ce phénomène qu'on analyse de concentration, on a plutôt tendance à se dire il n'y a pas assez de régulation si on en arrive à de tels niveaux de concentration. Vous avez l'air de dire qu'il y en a trop, et je vous demande si c'est bien la question de le trop grand interventionnisme de l'État pour réguler qui est en question, ou autre chose. Le secteur audiovisuel est une création de l'État, très, très clairement, puisqu'il s'est construit en allouant, selon un régime d'office ou de concession, la ressource publique qui était le spectre hertzien à des concessionnaires qui devaient souscrire à un cahier des charges d'obligations relativement strict. Dans ce cahier des charges était notamment la clause qui devait acheter à des producteurs indépendants des programmes pour les dites chaînes de télévision. Donc, quelque part, on limitait l'intégration verticale des concessionnaires de fréquences, faisant en sorte que leurs actifs se concentrent sur les fréquences qui leur avaient été distribuées, lesquelles, à l'époque, étaient en monopole, c'est-à-dire que quand la concession de Canal a été donnée à son dépositaire, à son exploitant, Canal était le seul, la seule chaîne de télévision privée, non seulement dépositaire d'une fréquence, mais ayant l'autorisation de la vendre, de vendre le service de télévision, la concurrence étant à l'époque uniquement le service public. Ce qui fait qu'elle pouvait avoir une différenciation maximale par rapport à la télévision existante, susciter un consentement à payer élevé par les clients et lever très vite, en moins de 2 ans, 2 millions de clients qui ont pu, grâce au régime d'obligation, financer une industrie du cinéma qui a connu à ce moment-là un renouveau très, très spectaculaire du fait de la création de ce marché. Donc on est typiquement dans une situation dans laquelle l'État, qui détient une ressource publique, le spectre, la concède, crée un marché, et crée un marché dans lequel il oblige le concessionnaire à rester sur l'actif qu'il lui a concédé et à sous-traiter à des tiers l'achat de programmes dont les tiers conservent les droits de propriété intellectuelle. Ce dispositif, qui a ensuite été étendu lors de la privatisation de TF1, et puis la création de nouvelles fréquences, dont la 5, la 6, etc., a eu pour effet de dédier la rente issue des marchés de la télévision, pour une part
à des officiers de premier rang qui étaient les concessionnaires des chaînes, et pour une seconde, aux producteurs indépendants qui se sont constitués en corporation, si vous voulez, souhaitant défendre leur régime. Le résultat des courses, c'est qu'au fur et à mesure que des nouvelles chaînes de télévision ont été créées, singulièrement par l'apparition des fréquences numériques terrestres, ce dispositif s'est étendu, n'a jamais pu être réformé, et on a vu une première vague de concentration après l'arrivée de la télévision numérique terrestre, où, selon le même système que pour les premières chaînes hertziennes analogiques, on a choisi des concessionnaires sur la base de concours de beauté organisés par l'autorité de régulation, et on a laissé ensuite les concessionnaires revendre leurs fréquences à d'autres qui ont abouti à, disons, la situation juste antérieure à la fusion TF1-M6 dont il était question tout à l'heure. Donc on est absolument dans la même logique. Ce qui est très original, si vous voulez, dans le système français, pour répondre à votre question, c'est qu'on est interdit aux chaînes, dès le départ, d'être propriétaires des programmes qu'elles finançaient, et qu'on ait constitué un écosystème industriel dépositaire de la rente qui a ensuite bloqué tout mécanisme de réforme. Et vous pouvez travailler autant que vous voulez sur la réforme du secteur, vous n'arriverez pas à bouger ça. Parce que c'est politiquement irréformable, ça l'aurait déjà été fait si c'était possible. Donc on est dans le réel de la chose, si vous voulez, c'est que vous avez un écosystème industriel qui est le produit de 50 ans d'histoire, pour la télévision, pour la presse c'est encore plus, et qui, à mon avis, est extrêmement difficile à bouger, quelle que soit la velléité du politique en la matière. Jean-Raymond Hugonet. Merci, Président. Moi, j'aurais une question qui s'adresse à nos trois invités du jour. On est sur un écosystème, vous venez de le dire, des médias extrêmement puissants et qui est en pleine mutation. Alors, pour tenter de réguler cet écosystème, nous sommes, nous, en France, avec à disposition des instruments antiques qui sont un peu la naphtaline, ou qui sont d'une complexité énorme et avec lesquels se régalent, que ce soit les industriels, que ce soit les juristes, pour contourner les sujets. D'abord, et vous l'avez dit, chère madame, les lois de 86, qui sont totalement poussiéreuses et dont encore, sur ce quinquennat, l'État n'a pas souhaité, puisqu'on était à deux doigts d'aboutir quand même, sur quelque chose qui n'aurait pas été forcément idéal, mais qui aurait eu le mérite justement quand même d'avancer. Ça n'a pas été possible. Nous avons aussi une juxtaposition de règles de droit commun absolument hallucinante, où on assiste à une partie de ping-pong entre l'autorité de la concurrence et le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Nous avons, et alors là ça ne dérange personne, ça a été évoqué tout à l'heure par Nathalie Sonac, mais une concentration verticale qui ne dérange personne. Là, on ne vient pas nous parler de concentration, mais c'est à l'œuvre tous les jours. Et nous avons notre sacro-saint principe du pluralisme qui fait que pour la presse écrite, si je comprends bien, la presse d'opinion est tout à fait possible, encouragée, tolérée. Elle est même financée par l'État, par de l'argent public. En revanche, pour les services d'édition télévisuelle, c'est interdit parce que la diffusion hertzienne se fait, ou en tout cas c'est critiqué, parce que la diffusion hertzienne, et parce que c'est une diffusion hertzienne, et monsieur Bomsel, vient de le rappeler, c'est l'État qui délivre les autorisations. Et donc à partir de ce moment-là, et dans le cadre de l'écriture d'une nouvelle loi, est-ce que vous pensez que la télévision ne pourrait pas suivre le chemin de la presse ? Qui veut répondre? Vous n'êtes pas obligé de répondre tous les trois. Enfin, si vous le souhaitez, par contre, n'hésitez pas. Hein, mais... Madame Cagé.
on pourrait la redéfinir en disant est-ce qu'aujourd'hui pour la télévision, il faut garantir le pluralisme de manière interne ou est-ce qu'il faut garantir le pluralisme de manière externe. Voilà. Pourquoi on ne s'est pas posé la question pour la presse écrite? Parce que pour la presse écrite, les coûts d'entrée sont relativement faibles. Ils l'étaient déjà à l'époque du papier, ils le sont encore davantage aujourd'hui. Et ce qui nous permet finalement d'avoir un éventail d'opinions qui sont représentées aujourd'hui pour la presse écrite. Et quand vous allez finalement dans les kiosques, aussi parce qu'on a eu une régulation dès 1947 avec la loi Bichet qui a favorisé finalement l'entrée et la survie de petits journaux, vous pouvez trouver des journaux de toutes opinions. C'est extrêmement différent pour la télévision pour deux raisons. Un, parce qu'on a quand même un nombre de fréquences, il suffit de regarder la TNT, qui est réduit. Et je pense que ceux qui disent que ça ne tient plus aujourd'hui parce qu'on a la télévision numérique, alors des nouvelles chaînes de télévision par exemple Blast, se trompent. Et ils se trompent parce qu'en termes d'audience, on ne parle pas du tout des mêmes chiffres. Oui, il y a des chaînes de télévision aujourd'hui sur Internet, mais ça touche une audience extrêmement réduite. D'ailleurs, ça touche une audience extrêmement jeune qui ne vote pas. Et si vous regardez la population qui se déplace aujourd'hui aux urnes, c'est la population qui regarde majoritairement la TNT. Donc, première chose, c'est que vous avez un certain nombre de chaînes et que ce nombre-là, il est réduit. Donc, vous ne pouvez pas en créer ad vitam aeternum à l'infini pour couvrir le spectre politique. Deuxième chose, et ça peut paraître étonnant, mais c'est documenté, c'est comme ça, les gens allument leur télé, ils zappent chaîne par chaîne. 1, 2, 3, 4, 5. Delphine Ernotte était la première à le dire d'ailleurs, quand elle expliquait la perte d'un demi, voire un point d'audience de France Info TV par rapport aux autres chaînes d'information en continu, notamment CNews et BFM TV, par sa numérotation. Donc en fait, il y a un enjeu à être numéro 15 ou numéro 16. Ça paraît étonnant, hein, parce que vous pourriez allumer votre télé sur le numéro 156, ça ne vous prend pas beaucoup plus de temps que de l'allumer sur la 1, mais les gens ne le font pas. Et c'est la réalité aujourd'hui. Donc on peut déplorer les comportements de consommation, mais c'est comme ça que les gens consomment la télévision. Ce qui fait que on est obligé de garantir un pluralisme interne des chaînes parce qu'on ne sait pas faire sur du pluralisme externe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas garantir sur la TNT que vous allez avoir sur la 1 une chaîne de télévision marquée à droite, et puis sur la 2 pour compenser une chaîne de télévision marquée à gauche, puis sur la 3 plutôt centriste, et sur la... On ne sait pas faire. Et on ne saura pas le faire technologiquement rapidement. Ça ne veut pas dire que dans 20 ou 25 ans, peut-être même dans 5 ou 10 ans, quoique 5 ans, ça m'étonnerait parce que les comportements de consommation sont lents à évoluer, on ne sera pas capable de le faire, mais aujourd'hui, on ne sait pas le faire. Et sauf que je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est d'avoir un cadre qui garantisse le pluralisme dans les conditions actuelles de consommation de médias et donc de fonctionnement de la démocratie. Ensuite, un dernier petit point, et je m'arrête là-dessus, on essaie de préserver le pluralisme interne pour les chaînes de télévision. Ça ne veut pas dire qu'on réussit. Et là, pour le coup, à la fois l'utilisation de ces pouvoirs que fait le CSA et les pouvoirs qui sont entre les mains du CSA méritent d'être questionnés aujourd'hui. Ça a été le cas, on l'a vu, autour de la question de CNews, notamment le fait de ne réguler que le temps de parole des personnalités politiques. En fait, on voit que ça peut permettre à des chaînes finalement d'arrêter d'inviter des personnalités politiques, de ne mettre que des chroniqueurs à l'antenne qui ont un propos tout aussi, voire plus politique que les personnalités politiques. Et là, c'est sans même parler des rediffusions à l'infini, des discours, je crois que c'était pour le coup Yannick Jadot, toute la nuit pour satisfaire aux obligations de pluralisme. Donc ce pluralisme interne, on est censé l'atteindre par la loi, mais ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, il soit régulé de manière satisfaisante. Michel Laugier. Oui, merci, même si Jean-Marie Gonnet m'a une partie de ma question, puisqu'il est venu sur la presse et qui est mon sujet de prédilection, mais je t'en veux pas parce que tu t'y intéresses et ça me fait plaisir. Je voulais revenir vers vous, puisqu'on est vraiment dans le cadre d'un changement, vous l'avez dit, je crois que c'est Madame Sonac qui l'a dit, qu'on était dans des révolutions actuelles, révolutions au niveau finalement de la façon de regarder la télévision, de lire la presse. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quelques années, on parlait de la concurrence entre les journaux, entre la télévision, entre les radios. Aujourd'hui, on parle surtout de la concurrence avec les grandes plateformes internationales. Donc on n'est plus dans ce même contexte. Et donc je voulais avoir à nouveau, mais vraiment un avis bien précis, vous, est-ce que la concentration des médias, pour vous, est inéluctable et est-ce que c'est un mal nécessaire? La deuxième, excusez-moi, je finis un petit peu. Dans cet univers aujourd'hui, et
Jean-Raymond l'a abordé avec la presse, mais il faut aussi qu'on regarde la totalité des médias. Il y a les médias qui sont subventionnés, accompagnés par l'État, et les autres qui sont complètement privés. Donc comment vous voyez un petit peu cette organisation entre ces différents types de financement? Et puis, dernière question pour vous, Madame Gagé. Vous avez parlé tout à l'heure d'un modèle économique pour un journal, mais est-ce que vous avez un modèle économique pour une télévision ou pour une radio? Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Sénateur, et ça me permettra aussi peut-être d'apporter des éléments de réponse à Monsieur Hugonnet. On voit bien que la problématique est finalement extrêmement complexe et c'est difficile de tirer le fil parce que finalement il y a plusieurs fils. Peut-être, pour me résumer, et pardon si je me répète, clairement, on est dans un contexte aujourd'hui où l'information circule de façon mondiale, donc c'est une circulation d'informations. Le deuxième point, c'est, je ne rejoins pas ma camarade de bord, Julia Cagé, sur le cadre de la consommation. Aujourd'hui, 2/3 des 18-24 ans s'informent sur les réseaux sociaux et 60% le font sur Internet. Aujourd'hui, 73%, et pardon de le redire ainsi, des télévisions sont connectées. Donc même si dans le même temps, et c'est ça certainement l'une des complexités, si dans le même temps, on a toujours cette même difficulté de passer de la 2e à la 3e alors qu'il y a juste un bouton sur lequel appuyer, on se dit que c'est assez dingue de ne pas le faire. Et donc on va définir un cadre sur la place d'une chaîne de télévision qu'elle va occuper dans le rang des 26, parce qu'on voit bien qu'économiquement parlant, elle a son importance puisque le téléspectateur est derrière. Et dans le même temps, finalement, les gens s'informent de moins en moins. Donc on est vraiment à cheval sur un cadre qui est avec des acteurs en pleine évolution, et le cadre lui-même, dans les modes de consommation, évolue beaucoup. Alors tout à l'heure, vous disiez, Julia, pardon, je rebondis en même temps sur les réponses, parce que je ne les partage pas beaucoup, sur à la fois, c'est très concentré, mais en même temps, il y a un grand éventail d'opinions. Il faudrait savoir. On voit bien que c'est compliqué. C'est compliqué. Moi, je pense qu'il y a un grand cadre de titres. Ça me permet aussi peut-être aussi de préciser ma réponse de tout à l'heure. Oui, les médias sont concentrés. Est-ce que l'information politique et générale est trop concentrée? Oui. Est-ce que pourtant les groupes industriels et la concentration finalement de moyens, ça ne veut pas dire la concentration, c'est-à-dire simplement le bénéfice d'être un grand acteur pour avoir des moyens d'innover, d'acheter des programmes et finalement d'être à la hauteur de la concurrence, parce que les gens sont extrêmement exigeants dans la qualité des contenus qu'ils consomment, il le faut aussi. Donc on a vraiment deux éléments qui fait que d'un côté, j'ai besoin que ça soit pas concentré, mais en tout cas d'avoir beaucoup d'argent. Si on a beaucoup d'argent, et le phénomène du numérique pousse à la concentration, et dans le même temps, on a un pluralisme politique qui, dans le cadre du numérique, se réduit, avec des titres de journaux qui sont de moins en moins lus. L'IB, c'est 100 000 exemplaires qui sont vendus par jour, et les autres aussi, c'est vraiment le monde, on a un monde numérique qui fonctionne très bien. Si vous regardez Le Monde, vous prenez Le Monde, qui est quand même un titre de grande qualité, qui a un très grand nombre de journalistes, aujourd'hui n'est pas remis en question. Si Pierre Berger et Xavier Niel et Mathieu Pigasse n'avaient pas investi des millions d'euros, on n'aurait pas ce groupe-là. Et pourtant, le groupe est indépendant. Donc on voit bien, à mon sens en tout cas, que la législation, le régulateur est indispensable pour poser les cadres sur l'information politique et générale. Et vous parliez, pardon, je termine sur le cadre de la presse, qui moi aussi était mon dada, elle a toujours été, notamment dans mon jeune temps, sur mes premiers travaux. Le cadre de la presse est fondamental. Et aujourd'hui, les aides de l'État à la presse, si on calcule aides directes et indirectes, l'évaluation, c'est à peu près 1,4 milliard d'euros d'aide de l'État à la presse. Est-ce que ça atteint son objectif? Non. Un des premiers titres qui bénéficient des aides de l'État, je crois que c'est Mickey ou Télé 7 jours. Donc on voit bien que c'est l'ensemble du processus qui doit être repensé. Certes, la loi de 86 est pour partie, et je le partage complètement, et je pouvais le dire quand j'étais au CSA aussi, et désuète, c'est-à-dire qu'elle n'est pas désuète pour certains éléments, le fait de faire entrer les plateformes de partage de vidéos, les réseaux sociaux, le fait qu'on passe à l'ARCOM pour le 1er janvier 2022, je crois qu'en tout cas pour ma part, il me semble que c'est une excellente chose. Mais dans le même temps, c'est tellement une juxtaposition, comme vous le disiez, monsieur le sénateur, d'éléments de droit, elle est plus lisible et extrêmement difficile dans son application par le régulateur et par sa compréhension même, me semble-t-il, par les éditeurs. Donc c'est cette mise à plat, mais je mettrais cette mise à plat, c'est impossible, mais enfin néanmoins, on peut toujours rêver, cette mise à plat, elle est
absolument indispensable pour la loi de 86, mais en même temps, il faut absolument appréhender, pour moi, le secteur de la presse aussi dans son ensemble. Pourquoi ? Et j'en reviens à mon premier mot, parce qu'aujourd'hui, il n'existe pas un média ou un groupe médiatique qui ne soit pas du plurimédia. D'ailleurs, il y avait dans les éléments possibles de transformation que, par exemple, France Télévisions se rapproche de Radio France. Il n'y a pas aujourd'hui un groupe qui ne fait pas télé et radio et presse en même temps. Donc, on voit bien que ces grands ensembles soient nécessaires. En revanche, c'est la protection du pluralisme de l'information qui est indispensable. Et comme moins il y a moins de titres, moins il y a de gens qui vont voter. Donc on a un vrai problème à l'arrivée. Je crois qu'il y avait une partie de la question qui s'adressait à Mme Cagé aussi. Oui, je veux revenir sur le groupe Laurent, parce que c'est un exemple extrêmement intéressant. D'ailleurs, je précise que je suis présidente de la Société des lecteurs du monde. C'est, voilà, à titre non lucratif. Voilà. Pourquoi à la fois vous avez eu un investissement de Pierre Berger, Xavier Niel, Mathieu Pigasse dans Le Monde, conséquent, qui a d'ailleurs permis de sauver le journal en 2010, tout en préservant l'indépendance du titre ? Parce que vous avez un certain nombre de règles qui ont été introduites, qui ont permis de préserver l'indépendance du titre. Dès 2010, vous avez eu la constitution d'un pôle d'indépendance, qui est constitué de la Société des rédacteurs, de la Société des salariés, des minoritaires et de la Société des lecteurs. Ce pôle d'indépendance, il a existé en partie parce que c'était la volonté de Pierre Berger qui allait le doter. Il a eu 33% du capital jusqu'à la recapitalisation de 2017. Quand il est tombé autour de 25%, il a obtenu une golden share. C'est-à-dire, quand je vous parlais tout à l'heure de fait de dissocier l'apport en capital des droits de vote, c'est ce qui a été fait au Monde. C'est ça qui permet la préservation de l'indépendance. Deuxième chose qui a été faite au Monde, quand vous avez eu une volonté d'entrer au capital de manière massive de Daniel Kretinsky. Vous avez eu l'obtention par le pôle d'indépendance d'un droit d'agrément. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous avez un changement d'actionnaire majoritaire au Monde, l'entrée du nouvel actionnaire majoritaire doit être agréée par le pôle d'indépendance, c'est-à-dire par les journalistes et par le salarié. S'ils n'agréent pas le nouvel actionnaire, ils ont quelques mois pour trouver un actionnaire alternatif qui rachète au prix du marché, pas au prix qui est mis sur la table par l'actionnaire entrant. Ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose, au Monde, depuis 2010, vous avez une validation du choix du directeur ou de la directrice de la rédaction qui est proposée par les actionnaires par une majorité d'au moins 60% des journalistes. C'est pour ça que vous avez à la fois un investissement de la part d'industriels et de l'indépendance. Sauf que ça a marché au Monde. Ça a marché parce que finalement, ça a dépendu de la bonne volonté des actionnaires, des gentils actionnaires entre guillemets. On peut toujours revenir sur ces décisions-là. Et deux, c'est pas le cas partout ailleurs. Et c'est pour ça que moi, je pense que ça doit être dans la loi. C'est-à-dire le droit d'agrément, il est dans la loi en France depuis 1944. Il a été mal écrit en 1944, ou il était peut-être bien écrit en 1944, mais sauf que tout a changé depuis 1944. Donc aujourd'hui, il n'est plus utilisé, il ne l'a jamais vraiment été. Il faudrait remettre ce droit d'agrément au goût du jour. Nathalie Senac parlait des aides à la presse. Les aides à la presse, aujourd'hui, ça vient quasiment sans aucune contrepartie. Et malgré la réforme qui s'annonce après le rapport de Laurence Franceschini, il ne va pas y avoir un changement des contreparties. Le choix, la validation du directeur ou de la directrice de la rédaction par 60% ou au moins la moitié des journalistes, ça pourrait être une contrepartie au fait d'avoir des aides à la presse. Donc voilà, et c'est encore une fois, il ne faut pas laisser tous ces éléments dépendre de la bonne volonté d'un actionnaire ou d'un rapport de force à un moment donné. Aux Échos, ils n'ont jamais obtenu autant de droits, les journalistes, qu'au moment du rachat par LVMH. Mais c'était un contexte particulier. Et on voit que pour beaucoup d'autres médias, le moment du rachat était plutôt un moment d'affaiblissement des relations. Sur le modèle, vaste question, le modèle économique de la presse versus la télévision et la radio. Sur la presse écrite, aujourd'hui, on a réussi à trouver un équilibre pour un certain nombre de titres parce qu'on est revenu sur le modèle du tout publicité, notamment du tout gratuit en ligne, qui a été une erreur historique au tournant des années 2000. Vous avez eu un redressement de la situation entre 2010 et 2020. Aujourd'hui, vous avez des titres qui, par un mélange revenus publicitaires, revenus d'abonnement, arrivent à trouver un équilibre économique. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que finalement, la crise de la Covid nous a rappelé que les titres qui dépendaient le moins des recettes publicitaires sont ceux qui s'en sont sortis le mieux. Là où il y a une inquiétude sur l'audiovisuel, c'est que l'audiovisuel, je mets de côté l'audiovisuel public, bien évidemment, dépend pour l'essentiel de ses ressources aujourd'hui des recettes publicitaires.
Et c'est là d'ailleurs où se pose directement la question de la concurrence et des GAFA qui viennent absorber une grosse partie du marché publicitaire. Le marché de la publicité audiovisuelle se porte quand même relativement bien. Si on regarde les derniers chiffres de TF1, les derniers chiffres de M6, il y a un marché qui se porte plutôt mieux que tout le reste du marché, mis à part le marché de la pub numérique. Et c'est ça la question qu'il va falloir se poser sur le long cours. Mais c'est une question de très long cours. Et je pense que la réponse est plutôt du côté de la taxation des recettes publicitaires des GAFA, de la déconcentration du côté des GAFA, où là vous avez la constitution de situations d'oligopole extrêmement problématiques, que du fait de renforcer finalement la concentration du marché audiovisuel en France, qui de toute façon, et c'était la question du sénateur Assouline, la première question à Nathalie Sonac d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'on peut permettre au marché audiovisuel français de se concentrer de plus en plus, mais même si vous prenez 26 chaînes et vous les mettez dans les mains d'un seul groupe et vous cumulez tous leurs investissements dans la production audiovisuelle, on est encore un nain par rapport à Netflix. Donc c'est là où c'est compliqué de sacrifier les règles du pluralisme au profit d'une concurrence qui, dans tous les cas, ne fera pas le poids, ce qui appelle avant tout à réguler les GAFA sur ces questions-là. On va prendre les deux dernières questions. Je vais les regrouper, si vous pouvez les noter en même temps, comme ça. Pierre Laurent et Evelyne Renaud. Merci. Et je vais faire quelque chose d'impoli, parce que malheureusement, je fais partie de la délégation du Sénat au Panthéon à Joséphine Baker, donc je vais être obligé de partir avant d'écouter la réponse, mais mes collègues me raconteront. J'ai une piste qui n'a pas été évoquée face à la crise des différents médias et d'énormes besoins d'investissement qui sont devant eux, quels qu'ils soient, que ce soit la presse écrite ou la presse audiovisuelle. Et face aux GAFAM, est-ce que la piste d'une réinvention de modèles coopératifs des médias n'est pas plus pertinente pour faire face à l'enjeu démocratique que celle de la concentration des médias, qui évidemment pose des problèmes de tension évidente avec l'enjeu du pluralisme et de la démocratie? Par exemple, dans la presse écrite, il y avait beaucoup plus de titres avant qu'aujourd'hui, c'est le moins qu'on puisse dire, à la Libération, mais on oublie de dire qu'il y avait des systèmes coopératifs très puissants. Système de distribution, système d'achat du papier. Il y avait une agence France Presse qui jouait d'une certaine manière un rôle coopératif en matière de recherche de l'information et d'autres choses. Aujourd'hui, même dans l'audiovisuel, j'entends le service public faire des propositions de coopération à ses partenaires privés. Je ne suis pas sûr que la concentration TF1 M6, on s'oriente vers une réponse positive aux offres de coopération du service public, faites par le service public en matière audiovisuelle. Mais est-ce que cette piste coopérative, réinventée dans les conditions d'aujourd'hui et pour faire face aux enjeux actuels, ne serait pas plus pertinente que la piste de la concentration pour concilier les enjeux des nouveaux besoins et celles des enjeux du pluralisme et de la démocratie? Evelyne Renaud-Garabédian. Merci de toutes vos réponses. Mais ma question, je souhaiterais plutôt vous la poser à vous, Julia Cagé. Vous avez tous les trois mentionné le fait que les réseaux sociaux jouaient un rôle déterminant aujourd'hui dans l'accès à l'information, surtout en particulier pour les plus jeunes. Pouvez-vous revenir, s'il vous plaît, sur la manière dont cela va bouleverser les grands groupes médiatiques, sachant qu'ils ont une capacité plus importante sur ces plateformes que les médias indépendants, parce qu'ils ont beaucoup plus de moyens que les médias indépendants. Or, il s'agit là d'une publicité qui n'est pas régulée, ce que l'on regrette d'ailleurs, contrairement à ce qui concerne la promotion politique. Merci de vos réponses. Qui commence? Alors, la piste coopérative plus que la concentration capitalistique? Je ne sais, en tout cas, j'ai un point de réponse. Revenir sur un point avant, peut-être. Oui. Peut-être, oui, c'est ça, de revenir sur un point avant, mais peut-être ce point de modèle coopératif, je ne saurais y répondre directement, mais comparaison n'est pas raison. À l'époque, il y avait des lecteurs. Aujourd'hui, les médias cherchent quand même désespérément des lecteurs. La première crise de la presse écrite est la raison pour laquelle ils se sont quand même tournés
vers une seconde source de financement, c'est parce que aussi, on a, enfin, pour partie en tout cas dans le temps, ça tout ça est un long mouvement, on a perdu des lecteurs. Enfin, France Soir, c'était les années 70. Effectivement, il y en avait 1 million de lecteurs par numéro. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Quand Libé, un journal de grande qualité une fois encore, ne passe pas la barre des 200 000. C'est vrai pour La Croix, Le Monde, Le Figaro, même si certains y arrivent un peu plus. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, tout s'est déplacé sur le monde en ligne, peut-être pour partie, mais certainement y répondra. Donc, c'est passé. Donc aujourd'hui, la régulation, la question de la régulation, la question du pouvoir hégémonique, d'une part, me semble-t-il, doit être posée dans son ensemble plurimédia, et d'autre part, elle doit se poser dans le monde véritablement du numérique, puisque c'est là que l'on va s'informer aussi. Peut-être un tout petit point sur quand même s'il y a beaucoup de concentration et dans les médias de télévision, en tout cas, c'est vrai qu'il y a 4-5 gros acteurs qui possèdent l'ensemble des chaînes. Néanmoins, on voit bien la différence qu'il peut y avoir entre un secteur qui est régulé, qui lutte contre les fake news, qui nous garantit un certain pluralisme et équité, même si c'est toujours discuté et discutable, évidemment, et tant mieux. C'est bien le principe de la démocratie aussi. La protection du jeune public, le fait qu'il y ait des obligations de représentation des femmes dans la société, donc que la télévision soit plus le miroir. Le secteur demeure un secteur régulé. On voit bien que lorsqu'il n'y a pas du tout de régulation, et malheureusement on le vit en direct sur la régulation du net, en tout cas il n'y en a pas suffisamment. Il y a quand même la loi de 2018 sur la lutte contre les fake news. On voit que la directive de transposition de la directive SMA fait que ces plateformes-là vont être dans l'obligation de conventionner avec le CSA, et qu'en même temps il y a les directives Digital Service Act ou Digital Market Act qui font qu'il y a la question de la responsabilisation des plateformes qui se posent. Aujourd'hui, ces enjeux-là, la question de la concentration, là aussi, se pose. On voit bien que ces outils-là doivent être posés dans leur ensemble, et qu'aujourd'hui, dépoussiérer, si j'ose dire, la loi de 86 ou les aides de l'État à la presse, elles ne peuvent pas être pensées déjà sans comment on fabrique l'information. Ensuite, ça ne peut pas être pensé sans comment on consomme aujourd'hui l'information. Et ça me semble, des éléments centraux. Je laisse Julia Cagé sur... Madame Cagé. Je pense que Nathalie Sonac vient de prononcer une phrase assez clé, c'est-à-dire comment on fabrique l'information. Il y a un mot qu'on a très peu utilisé ici depuis le début de cette réunion, c'est le mot de journaliste. Le problème, c'est pas qu'on ait moins de lecteurs aujourd'hui. En fait, on n'a pas moins de gens qui consomment de l'information. Ils la consomment sur des supports différents. Et je pense qu'il faut se désintéresser complètement de la question du support. Presse écrite, numérique, télévision, radio. Ces supports ont entièrement fusionné. Vous allez aujourd'hui sur les sites internet d'Europe 1 et de France Télévisions, vous avez des sites qui sont en concurrence directe avec le site du Monde ou du Figaro. Je ne sais pas si vous vous souvenez les débats qu'il y avait eu au moment où il y avait eu un accord entre France 24 et Mashable, sur le fait qu'on allait finalement financer avec de l'argent public un concurrent des sites d'information politique et générale. Et en fait, la réponse à ça, c'est mais réveillons-nous. Ça fait quand même depuis longtemps en fait que le site de France Info, par exemple, concurrence directement, mais en termes d'audience et en termes de contenu. On pourrait faire un jeu, c'est-à-dire projeter sur un écran aujourd'hui les pages d'accueil en effaçant tous les logos de Europe 1, de France Télévisions, de France Inter, du Monde, de Libération. En fait, je ne suis pas sûre que vous retrouviez le support hors ligne. Donc il faut effacer cette question du support. Ça, c'est vraiment la première chose. Il faut qu'on arrive à l'effacer. Ensuite, il faut qu'on ait conscience du fait qu'on ne peut pas faire d'information sans journaliste. Et là, je ne suis pas d'accord avec le fait qu'il n'y a jamais eu autant d'informations aujourd'hui. L'information, elle circule. Mais ce n'est pas le cas de la production d'informations originales. Vous avez une information copier-coller, très souvent, qui circule en boucle. Et ce dont on a besoin en démocratie, ce n'est pas d'une information copier-coller qui circule en boucle, c'est d'informations originales. Et ce qui devrait vraiment nous inquiéter, je pense, en premier lieu, c'est quand on regarde les chiffres de la carte de presse, même si je sais qu'il peut y avoir des débats sur la définition d'un journaliste professionnel, etc., et qu'on peut toujours dire qu'il y a un certain nombre de journalistes qui n'ont pas la carte de presse, je suis d'accord avec ça. Sauf qu'en termes de tendance, la disparition et la baisse tendancielle du nombre de journalistes, qu'on mesure notamment très bien avec la carte de presse, ça nous montre le fait qu'on a moins de production d'informations originales. Et ça devrait tous nous inquiéter,
puisque Pierre Laurent mentionnait tout à l'heure le cas de l'agence France-Presse, les effectifs de l'agence France-Presse au cours des dernières années se sont réduits. Pourquoi les effectifs de l'agence France-Presse se sont réduits? En particulier parce que parmi les premiers clients de l'agence France-Presse, même si c'est en train de changer aujourd'hui de modèle économique et de s'internationaliser et de dépendre également d'ailleurs de plus en plus des plateformes, vous avez les médias français. Et vous avez des médias qui s'appauvrissent, donc qui vont payer des abonnements de moins en moins chers, donc moins de ressources finalement pour cette coopérative entre guillemets qui vient nous alimenter en information originale. Et c'est là-dessus qu'il faut extrêmement s'inquiéter. La question des réseaux sociaux, pour moi, c'est exactement la même que celle des plateformes. Vous avez des réseaux sociaux comme des plateformes qui, aujourd'hui, tirent une partie non négligeable de leur contenu, une partie non négligeable de leurs revenus de contenu qu'ils ne produisent pas et qu'ils ne paient pas pour produire. Et en fait, bon, il y a des avancées qui ont été faites avec le droit voisin, et tant mieux, on peut les saluer. Elles sont complètement insuffisantes, notamment si on met dans la balance les pertes qui ont été infligées aux médias traditionnels par la concurrence de ces plateformes versus ce que ces plateformes sont aujourd'hui prêtes à leur payer. Mais on a un véritable problème de modèle économique à la fois des plateformes et des réseaux sociaux, indépendamment même de la question des fake news. Et ensuite, on a ce problème qui est doublé par le fait que vous avez des réseaux sociaux qui ne tirent leurs revenus que de la publicité, qu'on sait que les fausses informations sont génératrices de davantage de clics, donc elles ont une incitation financière directe à favoriser la propagation de ces fausses informations par rapport à des contenus plus ennuyeux, entre guillemets, mais plus informatifs en termes de démocratie. Mais du coup, je veux juste finir par là, dire d'une certaine manière que je pense qu'il faut avoir conscience de toutes les contraintes que font peser aujourd'hui la concurrence des plateformes internationales. Ça, c'est certain. En même temps, on ne peut pas partir de ce point-là pour réguler la concentration des médias en France. Parce que sinon, on aura l'impression d'être toujours face à un mur. C'est-à-dire qu'on va partir du principe et puis on va se dire « Ah, mais finalement, face à Netflix, on n'aura finalement jamais assez de concentration. » Donc il faut revenir finalement au point de départ de 1986, à l'objectif constitutionnel du pluralisme, penser les règles qui permettent aujourd'hui de garantir le pluralisme. Encore une fois, je pense qu'il ne faut pas amender cette loi, il faut réécrire une loi, notamment en effaçant complètement la question des supports. Et indépendamment de ça, il ne faut pas s'interdire, au contraire, il faudrait s'attaquer à la régulation des plateformes, à la régulation des réseaux sociaux et à la régulation de ces monopoles qui, je pense, ne pourra être faite, pour le coup, qu'au niveau européen. Mais il faut réussir à attaquer les deux problèmes de front, parce que j'ai l'impression que pour l'instant, la montagne GAFA, finalement, paraît si effrayante qu'on ne s'interroge pas sur tout le reste du problème. Et encore une fois, les chiffres que tu donnais, Nathalie, sur la consommation de réseaux sociaux, c'est vrai chez les 18-24 ans, mais ce n'est pas la population qui vote. Alors ça, on peut aussi s'en lamenter. D'ailleurs, l'un n'est pas sans lien direct avec l'autre. Mais la population qui vote massivement encore aujourd'hui, c'est la population qui consomme massivement de l'audiovisuel sur sa télé, de manière traditionnelle, en zappant d'une chaîne à l'autre, et on ne peut pas sauter par-dessus 30 ans de vie démocratique en régulant directement une consommation de visuel qui serait complètement délinéarisée et numérique. Merci. Vous aviez un dernier mot à rajouter? Bref, parce qu'on va s'arrêter. Non, j'allais dire juste d'où l'impossibilité d'effacer la question du support tout de suite. Merci à vous trois d'avoir répondu à nos questions. La table ronde est désormais terminée. J'indique à mes collègues que notre prochaine réunion aura lieu le jeudi 2 décembre, cette semaine, à 14h30, avec l'audition de Pierre Louette. Pierre Louette est le président de l'Alliance de la presse d'information politique et générale et également président du Parisien et des Échos. Puis à 15h30, donc dans la foulée, nous recevrons Jean-Baptiste Gourdin, qui est directeur général des médias et des industries culturelles du ministère de la Culture. Merci beaucoup.